Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, je suis Marie Launay, je suis directrice de projet à Ecofilae. Donc, c'est un bureau d'études et de conseil spécialisé dans la réutilisation des eaux. Et de formation, je suis ingénieure eau et environnement spécialisée dans le traitement des eaux usées. Oui, et Sarah Morisset, donc chargée de projet à Ecofilae, de base ingénieure agronome. Voilà. Et donc, on est venu vous parler aujourd'hui de la réutilisation des eaux et des effluents, donc de la vigne au chai, voire les multiples vies de l'eau donc dans le secteur vitivinicole. Donc voilà ce dont on va parler maintenant. D'abord, vous présenter un petit peu le challenge dans ce qu'on appelle l'économie circulaire de l'eau dans le domaine vitivini. Ensuite, parler un petit peu du cadre réglementaire pour vous montrer que ce n'est pas très simple. Et ensuite, on a la chance d'avoir un témoignage, donc vidéo, des caves de Tursan, donc dans le sud-ouest, qui ont déjà mis en place un projet de réutilisation. Et ma collègue Sarah va vous montrer d'autres exemples très intéressants de projets un peu partout en France, mais pas que. Et revenir ensuite quand vous aurez eu plein d'exemples intéressants sur un peu parler comment on passe d'une idée, d'une simple idée de réutilisation des eaux à un projet concret, durable, pérenne dans le temps. Et ensuite, on aura hâte d'échanger avec vous et de voir si vous avez des questions. Donc la grosse question concernant un petit peu le challenge de l'économie circulaire de l'eau, dans le secteur vitivini, ça peut paraître simple. En fait, c'est comment passer des images de gauche aux images de droite. Donc, c'est-à-dire, on a au départ des eaux usées domestiques, on a des effluents de chais, de caves, et on a aussi des eaux de pluie, des eaux pluviales. Et c'est avec ces eaux, comment valoriser cette eau, ces eaux, comme une ressource pour les réutiliser pour différents usages. Donc on voit qu'on a plusieurs sources et on a plusieurs usages déjà. Ça peut être de l'irrigation, de vignes, mais pas que. Ça peut être de l'eau qui va servir à des parcelles aux alentours pour d'autres cultures, pour du lavage d'engins, de sol. Il y a plein d'usages différents, on va les voir un petit peu après. Donc ça peut paraître simple en voyant ces images. C'est loin d'être simple, c'est souvent des projets de longue haleine et c'est surtout comment arriver à avoir en fait le projet le plus pertinent possible, le projet un petit peu optimal sur un territoire donné. Et donc c'est tout le temps du cas par cas. Si on regarde les acteurs concernés pour un projet de réutilisation des eaux, on se rend compte qu'on a toujours ces trois types d'acteurs qui sont présentés. D'abord, on a le gestionnaire de gisement, donc des eaux usées traitées, ou dans ce cas-là, un propriétaire de domaine ou d'une cave qui a des effluents de cave, de chais, donc qui a le gisement. On a la deuxième catégorie qui sont les usagers. Donc les agriculteurs qui vont peut-être se servir de ces eaux pour irriguer mais d'autres parcelles, ça peut être du maïs ou je sais pas d'autres cultures. Ça peut être dans le cas d'un domaine d'une cave en fait la même personne qui va être l'usager et ça peut être d'autres usagers sur la commune. On pense à des usages urbains, donc peut-être que la commune, la municipalité va pouvoir se servir de ces eaux. Et on a les acteurs du territoire. Donc ça va être des acteurs, par exemple, les chambres d'agriculture, les services de l'État, l'agence régionale de santé, les financeurs, les décideurs, donc sans qui le projet ne peut pas voir le jour. Et donc, on a toujours ces trois types d'acteurs et c'est important de les intégrer dès le début en fait, pour qu'un projet voit le jour et soit durable. Et en fait, quand on regarde un petit peu dans le détail, on se rend compte que au départ, en fait, on va peut-être avoir deux types d'acteurs qui se connaissent déjà, qui communiquent, qui se connaissent, qui s'entendent, plus ou moins bien, mais qui se connaissent. Mais en fait, c'est très rare que tous les acteurs concernés pour un projet de réutilisation des eaux se connaissent déjà. Et c'est un volet très important dans un projet de réutilisation des eaux. C'est tout ce volet communication, concertation.
En fait, pour arriver à un projet, à une sorte de compromis, de consensus de tous les acteurs concernés, donc qui soit validé par tous les acteurs. Et c'est là où on intervient aussi, Ecofil-AE, parce qu'en fait, au-delà du côté technique et réglementaire, en fait, on va accompagner tous ces acteurs dans la communication, la concertation, donc à long terme. Et donc, on agit un petit peu, on appelle ça comme un transformateur de l'écosystème, en fait, pour être sûr qu'un projet voit le jour, soit mis en place de manière sécurisée, la sécurité est très importante, et surtout que ce projet, en fait, il soit porté par tous les acteurs concernés et donc qui ont été intégrés au projet le plus tôt possible. C'est vraiment une clé de la réussite d'un projet de réutilisation des eaux. Donc, de manière générale, nos secteurs d'intervention, le secteur vitivini, c'est un des secteurs très importants, mais pas que. Le premier usage très important, c'est l'environnement. On peut dire le premier usager de l'eau, c'est la rivière ou le cours d'eau. Donc, pour chaque projet, il faut s'assurer qu'on n'a pas un impact négatif sur le milieu naturel. Et même, ça peut être un usage, donc par exemple de la recharge de nappes souterraines. Un autre domaine d'intervention, c'est dans le domaine industriel, évidemment. Aussi pour les loisirs, donc tout ce qui va être arrosage d'espaces verts, arrosage de stades, d'hippodromes, de golf. C'est un gros sujet également. L'agri et la vitiviniculture, comme on va voir plus précisément, je passe un peu. Les usages urbains. Donc on peut réutiliser des eaux pour le lavage de voiries, l'hydrocurage, la défense incendie, et aussi en décentralisé dans l'habitat, donc au sein d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments. Et pour finir un petit peu de présenter Ecofil-AE, donc on travaille depuis 15 ans dans ce domaine, donc sur la réutilisation des eaux. Et on a 180 projets à notre actif, donc des projets d'ingénierie et de recherche aussi appliqués, donc en France et à l'étranger. On a 10 dossiers réglementaires qui ont été validés, donc il faut savoir que pour qu'un projet de réutilisation des eaux soit mis en place, il faut dans tous les cas donc une demande de dossier d'autorisation, donc qu'il soit validé. Donc voilà, il y a un gros volet aussi d'accompagner les acteurs sur cette réglementation et tous ces dossiers. Comme on fait des projets de recherche appliqués, on a aussi 5 pilotes démonstrateurs, donc avec des résultats pertinents de la recherche qui vont nous aider pour des projets d'ingénierie. Et un volet formation, donc on fait également des formations pro sur ce sujet, la réutilisation des eaux, et on forme également des étudiants dans les universités, les IUT, etc. Là, vous voyez un petit peu nos références en France et en Martinique. Et ce qu'on voit sur la carte, c'est que ça fait sens également. La plupart des projets, pour l'instant, ils se situent en zone côtière, en zone littorale, donc en Méditerranée et sur la côte atlantique. Ça fait sens parce que quand l'eau usée est rejetée en mer, on peut dire que c'est pas de l'eau qui va servir au milieu, donc c'est pertinent de les réutiliser du coup dans le territoire, au sein du territoire. Mais on a aussi quelques projets industriels et d'eau urbaine, un petit peu disséminés dans le territoire. Voilà. Donc avant de s'immerger un petit peu dans des projets concrets de réutilisation des eaux, voilà un petit peu la vue d'ensemble pour vous montrer que la réutilisation des eaux, ça s'inscrit dans une démarche globale de durabilité. Donc on connaît ça des déchets, les fameux 3R, réduire, recycler, réutiliser. Et nous, on décide de l'appliquer au domaine de l'eau, et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'économie circulaire de l'eau, et que la réutilisation des eaux, donc on peut faire sur site, donc au sein d'une industrie ou au sein d'un domaine viticole, par exemple. On peut aussi l'appliquer sur tout un territoire. Donc on voit que sur l'exemple, on a une source d'eau, donc c'est la station d'épuration, et on a plusieurs usages. Donc, comme je vous l'ai dit, pour l'irrigation, l'arrosage d'espaces verts, le nettoyage de voiries, etc. Et ça s'inscrit donc dans une démarche globale aussi de réduction d'eau, donc de réduction des consommations, la fameuse sobriété qu'on peut appliquer aussi au domaine de l'eau, et le recyclage.
Donc c'est pour montrer qu'un projet de réutilisation des eaux, on aime bien un petit peu dézoomer et regarder ces 3 aspects-là sur un territoire donné, avant de se plonger dans un projet très concret. Ensuite, je vous ai amené une slide sur le cadre réglementaire pour vous montrer que c'est complexe. Alors, on va maintenant, s'il y a une idée ou une réflexion sur un projet de réutilisation des eaux, déjà, il faut regarder quelles sont les sources d'eau que j'ai à disposition pour faire un projet. Si on se place au sein d'un domaine viticole ou d'une cave, il y a 4 sources d'eau possibles, donc les effluents de cave, les effluents de chai, les eaux usées domestiques, donc les eaux de salle de bain, de cuisine, etc. Et les eaux pluviales et de pluie. Alors là, premier aparté, la réglementation sépare en fait les eaux pluviales et les eaux de pluie. Donc quand il pleut, si la pluie tombe sur le sol et ruisselle, ce sont des eaux pluviales. Si la pluie tombe sur votre toit, sur le toit de votre domaine viticole et est récupérée par des gouttières, ce sont des eaux de pluie. Voilà, et là, on peut avoir des réglementations différentes suivant donc où la pluie tombe. Donc ça, c'est au sein du domaine. Mais il se peut qu'à proximité de votre domaine, de votre cave, il y ait la station d'épuration de la commune. Qui n'est pas très loin, qui est à proximité. Donc, ça peut être une source d'eau supplémentaire potentielle. Ensuite, souvent, ça dépend des usages, mais souvent, l'eau ou les eaux sont traitées donc de manière plus ou moins avancée suivant la qualité dont on a besoin pour l'usage. D'accord ? Donc souvent, il y a un traitement biologique ou un avancé, une désinfection. Et souvent également, l'eau est stockée avant d'être redistribuée. Et donc, ensuite, on arrive aux usages. Et là également, il y a plusieurs usages. On peut utiliser ces eaux pour l'irrigation agricole. Donc ça peut être l'irrigation des vignes au sein du même domaine. On a plusieurs projets dans le sud de la France surtout. Mais ça peut être aussi le fait d'irriguer, de prendre ces eaux du domaine de la cave, mais d'irriguer des parcelles agricoles, de culture, de maraîchage, en fait à proximité, mais donc à l'extérieur. Donc avoir des partenaires agriculteurs externes. On peut imaginer aussi de réutiliser ces eaux pour des usages urbains, donc comme je vous l'ai dit, un nettoyage de voiries, hydrocurage, etc. Ensuite, on peut évidemment réutiliser ces eaux en interne au sein du domaine de la cave pour la défense incendie, pour tout ce qui va être lavage des sols, lavage des cuves, etc. Peut-être aussi pour le traitement des vignes. Et cette eau, elle peut servir aussi en externe, par exemple, pour un industriel qui est à proximité. Le 4e usage, c'est l'irrigation paysagère. Donc se servir de ces eaux pour irriguer les espaces verts, donc au sein du domaine ou à l'extérieur, ou irriguer, arroser des stades. Et comme je vous l'ai dit, on doit toujours s'intéresser au volet environnemental. Donc regardez qu'on n'a pas un impact négatif sur le milieu. Et même la solution en fait, d'alimenter un cours d'eau ou de recharger la nappe phréatique, ça peut être en fait une solution qui fait partie des usages possibles. Donc vous voyez sur cette image qu'on a 5 sources possibles. Donc ça veut dire plusieurs types de traitements possibles. Et on a encore plus d'usages possibles. Et c'est pour vous dire, en fait, cette image, elle illustre que suivant le tracé, est-ce que je prends une source de source, c'est pour tel ou tel usage, on va avoir des réglementations différentes. Donc sur un même projet de réutilisation des eaux, on va peut-être être confronté à 3-4 réglementations différentes. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais c'est aussi pour vous dire que c'est important, quand on a des réflexions dans ce domaine, en fait, de se faire accompagner. Parce que ça veut dire qu'il faut bien connaître la réglementation. Et donc, c'est important parce que c'est loin d'être simple concernant la réglementation. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra voir ça plus tard. Voilà un petit peu pour l'introduction à ce sujet. Et maintenant, on va passer à des exemples concrets
de réutilisation des eaux. Donc, d'abord, on a le témoignage des caves de Tursan, dans le sud-ouest. Donc, ce sont messieurs Chalandré et Laporte qui vont vous présenter eux-mêmes leur projet et faire le témoignage. Ils vous saluent, ils sont désolés de ne pas être là. Ils ont vraiment regardé, mais du sud-ouest, vraiment venir à Mâcon en voiture, en train, ils ont regardé, mais ça aurait fait en gros 3 jours de déplacement et pour eux, c'était pas possible. Mais heureusement, la semaine passée, ma collègue Sarah a pu les interviewer. Donc on a voilà, la petite vidéo donc de ce témoignage qu'on va vous lancer maintenant. Et ensuite, après le témoignage des caves de Tursan, ma collègue Sarah vous montrera d'autres exemples concrets de réutilisation des eaux. Voilà, donc bon visionnage. Bonjour, je suis Pascal Chalandré, président de la cave des vignerons landais Tursan-Chalos. C'est une cave qui existe depuis 1958 sur le territoire des Landes. Aujourd'hui, c'est la dernière cave en activité qui regroupe pratiquement 70 vignerons sur tout le territoire sud-Landes, d'est en ouest, répartis sur 4 appellations, parce qu'il y a les sables fauves et l'Armagnac sur la partie est, la zone de l'appellation Tursan qui est le fleuron de la viticulture landaise. Il y a les IGP Coteaux de Chalos et il y a la zone, les sables fauves, les sables de l'océan. Voilà, donc on est répartis sur les 4 zones et nous avons des vignerons sur ces 4 zones-là. Aujourd'hui, la cave exploite via nos adhérents 500 hectares, répartis en gros 500 sur l'appellation et une centaine sur les IGP Land. Nous produisons à peu près 2,5 millions de bouteilles et on va dire 1,5 million en équivalent. Donc, c'est les petites fontaines, les bibes en 3, 5 et 10 litres. Voilà, nous avons à peu près 7 millions de chiffre d'affaires répartis sur ces deux productions. Nous sommes sur une appellation blanc sec, rosé sec, rouge, en appellation Tursan. Et en IGP, nous avons aussi les moellons. Quoi d'autre? Nous, voilà, par rapport à nos vignerons, 62 vignerons aujourd'hui en activité. Il y a à peu près 300 familles qui travaillent pour la cave. Donc nous sommes ancrés sur le territoire fortement par notre implication territoriale, parce que la vigne est indélocalisable. Donc on est obligé de travailler sur le territoire. Nous avons, par le biais de notre SIC, aujourd'hui développé ou renchéri ce partenariat vis-à-vis des institutions, que ce soit communales, intercommunales ou départementales. Oui, donc notre cave, par rapport à notre implication territoriale, a été impliquée aussi dans un développement euh, de performance et de durabilité. Nous sommes engagés depuis plus de 20 ans, 25 ans dans ces démarches-là, puisque nous avons obtenu le label Agriconfiance. C'est un label de coopération qui nous a permis, alors à l'origine, ce label permet d'estampiller nos produits, mais ça nous a surtout permis d'engager nos vignerons dans des performances agro-environnementales. Et après, depuis 2008, eh bien, successivement, tous les ans ou tous les 2 ans, on s'est engagé dans des démarches. Donc, la première démarche, c'était la démarche sur l'agriculture durable, plus tous les travaux de modernisation de nos outils qui sont on va dire, indispensables pour être toujours dans la performance. Et donc, tout ça nous a amené à toutes ces réflexions-là, et notamment sur l'amélioration du retraitement des eaux usées que l'on avec le Agroland, auquel on est partenaire. Voilà, dans toutes ces démarches et la société Ecofidae, justement, qui nous a accompagnés dans ces réflexions-là. Ok, merci. Donc on peut commencer par un petit tour de paysage de ce qui se faisait avant 2016, le fonctionnement de la gestion des effluents à la cave avant 2016. Donc, Régis Laporte, directeur de la cave des vignerons landais Tursan-Chalos. Donc, comme toute entreprise vitivinicole, nous avons des effluents et des déchets que nous devons traiter. Donc, avant 2016 et toujours actuellement, nous avons des effluents de lavage de chais et de matériel vinaire qui sont plus ou moins chargés en fonction de la saisonnalité. Pendant les vendanges, ce sont des effluents avec des DCO supérieurs à 20 000 mg par litre et en période d'élevage des vins,
nous générons des effluents beaucoup moins chargés, avec des DCO inférieurs à 2000 mg, avec un impact sur la pollution moins important. Nous générons des mares de raisin issues du pressurage et de la fermentation de nos vins, et également des lits. Donc ces effluents vitivinicoles jusqu'en 2016 étaient stockés et ensuite valorisés par épandage agricole. Et les mares de raisin ainsi que les lits étaient envoyés dans une distillerie dans un département voisin. D'accord. Donc ça, c'est un fonctionnement assez classique, on va dire, pour une cave. Qu'est-ce qui vous a poussé à chercher un petit peu des solutions alternatives à ce fonctionnement-là? Donc jusqu'en 2016, effectivement, nous avions un fonctionnement assez classique de gestion de ces effluents, mais nous arrivions au bout d'un système. Donc au cours de nos réflexions sur la RSE, nous avons analysé un petit peu l'impact de tout ce que nous faisions sur nos parties prenantes et sur notre fonctionnement. Donc, nous étions arrivés à un constat que nous avions une capacité de stockage de nos effluents insuffisante. On s'était fixé d'avoir au moins une année de capacité de stockage d'effluents pour pallier à tout problème de retraitement de ceux-ci. Nous avions identifié auprès des parties prenantes locales des problématiques liées aux épandages avec la circulation d'engins et de tonalisiers qui dégradaient les routes et qui salissaient les routes. Donc plusieurs reproches des riverains ou des communes sur lesquelles nous avions le périmètre d'épandage. Des problématiques de disponibilité des terres en fonction des cultures et en fonction de la météo qui compliquaient parfois les périodes et la capacité à épandre dans de bonnes conditions. Donc tout ça nous a conduit, en collaboration avec les administrations, et notamment l'ADREAL et l'inspecteur des installations classées, à revoir notre système de traitement des effluents. D'accord. Plus ensuite la fermeture conjointe en 2018 du site sur lequel on envoyait nos mares et nos lits en distillation, qui fermait pour des questions de mise aux normes. Donc il fallait trouver également une solution pour le traitement de ces déchets vitivinicoles. D'accord. Donc du coup, suite à toutes ces problématiques, vous avez cherché des solutions. Vous allez nous les présenter et surtout nous dire peut-être comment vous les avez trouvées, parce que ça paraît pas si simple. Non, ça a été un parcours assez long, puisque il a fallu déjà se renseigner sur tout ce qui était réglementaire, faire un benchmarking sur tout ce qui pouvait se faire en matière de traitement des effluents vitivinicoles auprès de fournisseurs, mais auprès d'autres coopératives et d'autres acteurs du monde du verre. Et nous avons aussi, grâce au réseau Agroland, qui est une organisation qui permet de réfléchir sur différents sujets comme le traitement des effluents ou des déchets, nous avons pu rencontrer et discuter avec des partenaires locaux avec lesquels nous pouvions trouver des synergies et des complémentarités. Donc, comme on le voit sur la diapo présentée sur sur le slide, donc effectivement, donc une problématique de gestion des effluents avec impossibilité après étude avec la DREAL et l'inspecteur des installations classées, de rejeter directement dans le milieu naturel. Donc cette piste-là de traitement a été abandonnée. Et ensuite, donc, la difficulté que l'on avait, donc, de traiter nos mares de raisin et nos lits en distillation. Nous avons essayé d'évaluer chacune des solutions avec les bénéfices et les risques. Et ensuite, nous avons fait une étude comparative de différents scénarios pour essayer de trouver une réponse qui réponde à la fois aux attentes environnementales, aussi aux problématiques économiques pour que ce soit un process qui coûte le moins cher possible, et aussi des problématiques territoriales avec notre environnement et nos parties prenantes, et essayer de favoriser toutes les solutions les plus naturelles, c'est-à-dire qui présentent un intérêt agronomique si possible, et qui favorisent la réutilisation de la majorité de nos effluents une fois traités. Donc nous sommes donc actuellement, nous traitons 100% de nos mares en méthanisation. Donc, puisque nous avons trouvé, après les discussions et tous les échanges de groupe, trouvé un partenaire qui était spécialisé dans la méthanisation dans un rayon de 15 km de notre cave. On lui cède nos mares de réserve qui ont un pouvoir méthanogène important pour que lui produise de l'énergie. Et en contrepartie,
il s'engage aussi à prendre en méthanisation nos effluents liquides pendant la période des vendanges. Ce sont les effluents les plus chargés, avec un niveau de DCO le plus élevé. Donc, il vient recueillir donc, journalièrement, pendant la période des vendanges, ces effluents liquides chargés qui sont issus du nettoyage du matériel de vinification pour également le traiter en méthanisation. Donc, ces volumes-là représentent à peu près un tiers de nos effluents générés sur une année. Et ensuite, les effluents du reste de l'année, qui sont des effluents beaucoup moins chargés, donc qui sont générés entre le mois de décembre et le mois d'août, sont stockés dans une lagune avec une géomembrane pour permettre une étanchéité parfaite, avec un stockage aéré, brassage, aération. Et ensuite, ces effluents, une fois traités et aérés, sont utilisés en fertirrigation sur des cultures qui appartiennent à des agriculteurs qui sont dans un périmètre proche de la steppe. On crée de la valeur à la fois au niveau énergétique, mais sachant que le méthaniseur donc génère de l'énergie, mais également avec les mares de réserve et avec les résidus des boues de traitement par le méthaniseur, propose des engrais et propose également des débouchés avec une valorisation de ces déchets ultimes. Oui, la solidité, elle vient du fait voilà, il y a une adéquation entre vos effluents et les besoins, Et que les ce soit besoins aussi, c'est ça. de l'agriculteur, du méthaniseur. Et donc, pour le futur, vous avez des pistes de travail pour continuer à améliorer un petit peu tout ce système? On a identifié avec le collectif Agroland et avec Ecofilae quelques pistes de progrès. Donc, que l'on peut résumer en deux volets. Un premier volet, c'est travailler sur la réduction des volumes d'effluents à traiter. Donc, ça passera par peut-être de la couverture photovoltaïque des bassins de stockage pour éviter de recueillir les eaux de pluie, et ce qui permettrait également de produire de l'énergie pour alimenter les aérateurs et les brasseurs pour traiter les eaux qui sont stockées. Réduire les volumes d'eau de lavage en cave par des nouveaux process et par de la rénovation de cuveries pour faciliter le lavage et utiliser moins d'eau. Et ensuite, le deuxième volet, c'est continuer à travailler sur le process de traitement. Donc, ce serait, comme il reste des boues ultimes que l'on ne peut traiter qu'en épandage, ce serait de pouvoir acquérir du terrain à proximité pour traiter ces boues par des systèmes de dégradation naturelle, par des lits végétaux ou par des cultures. Et ce serait également de travailler sur de la reuse pour utiliser les effluents traités pour du lavage de matériel agricole et pour éventuellement préparation de bouillie, de traitement pour la viticulture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de viticulteurs et de vignerons qui réfléchissent un petit peu justement à ce type de démarche. Vous qui êtes un petit peu avancé là-dedans, qu'est-ce que vous aimeriez dire à voilà, un viticulteur ou un vigneron qui aimerait, qui est en réflexion ou qui souhaite se lancer dans une démarche telle que celle-ci? Donc il faut anticiper les choses, c'est déjà la première, parce que c'est du temps, mais il faut de suite se mettre en relation et avoir une relation de confiance avec l'administration qui accompagne ces dossiers, notamment l'Adréal et l'inspecteur des installations classées, qui doit être un partenaire dans la construction et dans la recherche de solutions. Et ensuite, il y a un gros travail de recherche, de partenaires, de fournisseurs, et aussi de bien étudier son environnement proche pour savoir s'il peut y avoir des complémentarités et des synergies à trouver avec d'autres acteurs industriels ou du monde agricole. Et ensuite, c'est de l'échange, de la discussion. Et voilà. En deux mots, comment Ecofilae vous a accompagné un petit peu dans cette démarche? Sur quelles étapes? Nous sommes adhérents à un collectif qui s'appelle Agroland, qui a été initié par la Chambre d'agriculture et par le département des Landes pour regrouper des entreprises de l'agroalimentaire du département pour trouver les solutions sur différentes thématiques. Et dans les ateliers présentés à Agroland, il y a un dossier sur la reuse dans lequel donc, Ecofilae intervient et amène des éléments de réflexion, des éléments de solution
pour porter ce projet-là. Donc, c'est à cette occasion-là que nous sommes rentrés en relation avec Ecofilae. Et c'est par ce biais-là que nous avons pu trouver la solution que nous avons à ce jour et pouvoir travailler sur des évolutions de ce système-là et de l'améliorer encore. Bon, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Merci. Bonjour, je suis Pascal Chalandré, président de la cave des vignerons landais Tursan-Chalos. Bonjour, je suis... Ok, donc on a la cave de Tursan qui nous a présenté leur système qui fonctionne actuellement. Donc ça, c'était un exemple parce que eux, ils utilisent leurs effluents de cave pour un usage d'irrigation de maïs. Mais comme ce que disait ma collègue Marie tout à l'heure, en fait, la réutilisation, c'est un peu plus vaste. Donc je vais vous présenter quelques exemples concrets. Oui. Donc, en parlant d'effluents de cave, Monsieur Chalandré disait qu'il réfléchissait à réutiliser leurs effluents pour des usages dans la cave. Donc, juste un petit mot sur un projet qui vient de commencer. Donc, comme on n'a pas de résultat, je ne vais pas m'étendre dessus, mais juste pour dire que l'IFV, avec qui on est partenaire sur un projet dans le sud-ouest, s'intéresse à cette reuse dans la cave pour des usages d'effluents de cave ou d'eau pluviale vers des usages type utiliser l'eau pour les bouillies, pour le lavage d'engins ou au sein de la cave. Bon, c'est des choses avec la réglementation qui bouge beaucoup ces derniers temps, qui sont peut-être amenées à évoluer pour adapter et voir si exactement ce qu'on peut faire dans la cave. Mais je voulais en dire un petit mot parce que c'est quelque chose auquel il y a beaucoup de gens qui s'intéressent et effectivement, c'est intéressant de pouvoir cumuler usage et production d'effluents et de combiner les deux. En termes d'effluents, faut savoir donc en France, c'est un sujet qui monte beaucoup, mais à l'international, dans des régions où historiquement il y a des gros soucis de tension sur l'eau, c'est des choses qu'ils connaissent bien. Donc, par exemple, en Australie, voilà, c'est très développé. Et en Californie, notamment, je voulais vous parler de cet exemple-là, d'une cave qui réutilise ses effluents pour l'irrigation de la vigne et des espaces verts. Parce que c'est une cave qui fait des accueils de groupe aussi, qui a plusieurs activités. Et bien sûr, pour réutiliser l'eau des effluents de cave vers de l'irrigation de la vigne, comme c'est pas au même moment, ça demande un stockage assez conséquent. Donc eux, ils ont créé un étang, voilà, mais qui leur sert aussi d'éléments paysagers avec l'accueil des groupes. Voilà, ça permet d'avoir un aspect paysager là-dessus. Donc je trouve ça intéressant de faire un peu du multi-usage comme ça pour une telle chose. Hop. Donc en parlant de tension sur l'eau, c'est pareil. Là, les exemples que je donne, c'est essentiellement sud de la France parce que voilà, c'est forcément des régions où on a plus de soucis sur l'eau. Donc là, c'est l'exemple de Gruissant. Donc c'est la station d'épuration urbaine. Cette fois-ci, c'est pas des effluents de cave, c'est une station d'épuration urbaine de Narbonne-Plage. Qui a beaucoup de production en été parce que c'est tout simplement à cause de la fréquentation estivale et qui rejetait à la mer toutes ces eaux. Donc là, on voit bien le double intérêt, c'est de se dire les vignes ont besoin d'eau. De l'autre côté, on a une station d'épuration qui produit beaucoup et qui rejette en mer. Et donc, l'INRAE, en 2013, a commencé des expérimentations pour voir un petit peu, parce que ça pose des questions d'ordre sanitaire, mais aussi, par exemple, est-ce qu'on n'amène pas trop d'éléments nutritifs à la vigne en apportant des autres stations d'épuration. C'était assez concluant, donc ils sont passés en phase opérationnelle, et aujourd'hui, les eaux de la station d'épuration irriguent un réseau, une ASA, qui a 13 adhérents, 13 bornes, pardon, 10 adhérents, je crois. Et donc voilà, un collectif de viticulteurs qui irrigue de cette façon. J'arrive jamais. Idem dans le sud, alors à quelques centaines de kilomètres, il y a un dossier qui a été autorisé récemment en 2021. Donc les grands domaines du littoral, on voit, la photo est assez parlante. C'est près de Sète, c'est des vignes très particulières qui se trouvent sur le Lido, en fait, entre la mer et un étang salé. Donc, ils sont très impactés par le manque de précipitations, la remontée de sel par le biseau salé.
Et puis donc un petit peu dans cette même optique, comme à Narbonne, ils se sont dit pourquoi pas réutiliser les eaux de la station d'épuration qui sont beaucoup plus importantes en été. Et donc ça a été autorisé. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce projet, c'est que dans l'étang, il y a une production d'huîtres. Et puis il y a aussi tout un aspect biodiversité avec une zone Natura 2000 tout autour. Et donc il y a eu des fortes concertations sur le territoire avec la collectivité, le conservatoire du littoral, qui ont abouti à une répartition des eaux, d'une signature d'une convention pour dire pour l'usage d'irrigation de vignes, on réserve tant de mètres cubes, tant pour le conservatoire du littoral. Et donc c'était vraiment pas seulement un projet technique, mais aussi toute une concertation territoriale. Hein. Dernier exemple, qui sort un petit peu de la viticulture, mais que je trouve intéressant pour le parallèle que ça fait. C'est donc depuis 1996, donc là pour le coup assez précurseur, à Clermont-Ferrand, les agriculteurs cultivateurs de maïs, betteraves, se sont réunis pour faire un projet de réutilisation des eaux de la sucrerie à l'époque, qu'aujourd'hui la sucrerie est fermée, donc c'est plus le cas. Bon, ça a duré plus de 20 ans. Et de la station d'épuration. Donc en fait, ces eaux-là, après retraitement, étaient stockées dans une lagune et utilisées pour l'irrigation des cultures. Donc là encore, gros projet, on va dire, territorial. Hein. Quand on dézoome, en fait, on arrive à trouver des acteurs qui fournissent l'eau, comme expliquait Marie tout à l'heure, et un collectif qui utilise l'eau. Et en fonctionnant tous ensemble, au final, ça fait un projet qui est plutôt beau, parce que là, on avait 700 hectares irrigués, donc quand même un impact important. Voilà. Je vais repasser la parole à Marie pour synthétiser tout ça et conclure. Merci. Oui, donc on arrive à la fin de la présentation. Donc pour conclure sur notre partie et ouvrir un petit peu peut-être sur les questions et les idées, c'est pour vous montrer... là, vous avez vu des exemples et donc ça part toujours d'une idée. Hein. Et on voit qu'il y a des projets qui réussissent, qui sont pérennes sur des dizaines d'années. Et en fait, nous, notre expérience, donc c'est ce qu'on appelle l'équation Ecofilae, on s'est rendu compte au fil du temps et des projets qu'il y a 5 piliers qui sont indispensables pour la réussite d'un projet, de l'étude jusqu'à la mise en place et de manière pérenne et durable dans le temps. Donc je veux un peu vous détailler ça. Les 5 piliers que sont la sécurité, la rentabilité, la faisabilité, l'acceptabilité et la gouvernance. Donc pour des projets d'ingénierie de réutilisation des eaux, la sécurité, bien sûr c'est très important, la sécurité sanitaire déjà, mais pas que, aussi agronomique et environnementale. Donc là on en a un petit peu parlé. Comme chaque projet, il faut regarder la rentabilité. Économique et financière. Et là, il s'agit aussi de trouver un petit peu l'optimum, la solution optimale par rapport aux différents acteurs. Donc il y a aussi l'acceptation des différents acteurs par rapport à la rentabilité. Concernant la faisabilité, en fait, on se rend compte que la faisabilité technique, c'est peut-être pas le plus compliqué, parce que techniquement, maintenant, on sait tout faire, je sais pas, mais on sait faire beaucoup de choses. Et on se rend compte que la faisabilité réglementaire, c'est assez complexe et qu'il faut dans tous les cas s'y prendre tôt, comme aussi le témoignage de Tursan l'a prouvé, très tôt de parler avec les acteurs du territoire sur la réglementation pour les intégrer au projet. Parce que c'est un volet très important. Hein. Comme je vous l'ai dit, un projet ne pourra jamais en fait voir le jour s'il n'y a pas de dossier d'autorisation. Et ensuite, les 2 gros volets pas qu'on oublie, mais où on se dit il va falloir s'en occuper, mais on se rend compte que c'est très important, c'est l'acceptabilité. Et l'acceptabilité, en fait, elle passe aussi par plusieurs acteurs. Par les consommateurs. Donc si on parle, mes vignes sont irriguées par des eaux usées traitées. Est-ce qu'il y a tout un volet de communication et d'acceptation à avoir?
et aussi des acteurs, hein, donc des 3 types d'acteurs que j'ai cités au début, et des décideurs. Voilà, parce que sans les décideurs, hein, sont des acteurs clés aussi pour la réussite d'un projet. Donc il y a aussi un travail d'acceptabilité pour les décideurs. Et la gouvernance. Donc pour un même projet, en fait, de réutilisation des eaux, on va se rendre compte qu'il peut y avoir plusieurs types de gouvernance, hein. Donc qui est responsable de quoi, voilà, où ça commence, où ça se termine, hein. Et donc là, il y a plein de schémas aussi de gouvernance différents. C'est aussi un peu du cas par cas, hein. C'est beaucoup de relationnel aussi. Mais pas que. Donc ça, c'est pour l'organisationnel et bien sûr la gouvernance juridique. Donc là aussi, quand on relie ça un petit peu à la réglementation, c'est important de regarder un peu tout ça. Voilà. Et nous, enfin, l'expérience montre vraiment que dès le départ, il faut bien avoir en tête que ces 5, qu'il faut regarder ces 5 piliers et donc au mieux le plus tôt possible. Pour réussir un projet donc à long terme et donc trouver un peu le projet qui sera porté par tous. Voilà. Donc, on a fini la présentation. Maintenant, j'espère qu'on vous a donné des idées. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des pistes de réflexion. Et donc, on attend vos questions et on est ravis d'échanger avec vous à ce sujet. Merci. Alors, oui. Au niveau des projets présentés, c'était des volumes d'eau énormes. Aujourd'hui, vous avez des exemples sur des structures plus petites, sur des domaines qui produisent, 10, 15, 20 mètres cubes maximum pendant les vendanges par jour d'effluents, de traitement, ou c'est à chaque fois des projets gigantesques avec des milliers de mètres cubes? Tu peux répondre, vas-y. Alors des projets de petite taille comme ça, moi j'en ai pas en tête. Faut savoir qu'il y a aussi, comme on disait, selon la réglementation, ça dépend aussi des tailles des caves. Enfin là, je pense que vous pensez peut-être aux petites caves qui produisent je pense aux caves qui produisent entre 2000 et 5000 hectos. Oui. Et bien justement, c'est la grande question, parce que effectivement, c'est des projets qui sont assez lourds, comme on disait, parfois réglementairement, de concerter le territoire, etc. Là, sur Tursan, on est déjà sur une cave effectivement un petit peu grosse. Après, quand on parle d'économie d'eau, bah oui, tout est relatif. Il n'y a pas de... Enfin, on va dire, il n'y a pas de petites économies, mais sur des toutes petites caves, on peut être... ça dépend des tailles, mais ça peut être plus ou moins encadré. Cette réutilisation, des fois, elle est un peu informelle et elle passe sous les radars. J'ai pas d'exemple. Parce que la réutilisation dans le process, aujourd'hui, elle est quand même compliquée économiquement, jusqu'à la filtration finale. S'il n'y a pas des énormes volumes, c'est absolument impossible, quoi, économiquement en tout cas. Techniquement, c'est faisable. Mais après, aujourd'hui, on a quand même une contrainte, c'est que c'est uniquement pour les industriels, en fait, ces projets de réutilisation. On va dire que le 80% de l'industrie vinicole n'est pas concernée par ces schémas. Je pense qu'il y a quand même des projets qu'on n'a pas forcément cités, mais juste un exemple qui me vient en tête un petit peu en dehors du domaine vitivinicole, ne serait-ce que souvent dans les collectivités, par exemple, ils vont récupérer les eaux de pluie pour les arrosages des jardinières de fleurs ou des choses comme ça. C'est de la réutilisation de l'eau. Mais typiquement, c'est des choses qu'on ne communique pas forcément autour parce que c'est tellement... ça paraît tellement simple et basique qu'on ne communique pas autour. Mais voilà, même les petites caves sont concernées, mais pas... ouais. Des idées, des réflexions. Je voyais que vous preniez des notes aussi. Je sais pas, je peux vous demander pourquoi, ou si c'est par rapport à des pistes de réflexion, des informations. Je suis du Danemark et je m'enseigne sur le secteur viniviticole en général. D'accord. Donc, c'est tout.
Très bien. Nous, on vient de Montpellier. On pensait déjà qu'on venait de loin, mais vous nous avez battus. Très bien. Bon, merci beaucoup. Si vous voulez continuer si vous avez d'autres questions ou des pistes, on a un petit espace, voilà, l'espace VIP juste derrière. Voilà, donc on reste disponible jusqu'à la fin du salon, encore 1 ou 2 heures si vous voulez parler avec nous. Voilà, avec plaisir. Merci en tout cas. Bonne fin de salon.